à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 29 juin et voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Présentation de la nouvelle exposition du NMNM à la Villa Paloma où la femme est à l'honneur. Nous allons suivre les répétitions d'un prochain concert de l'ensemble Baroque Co composé de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Coup de projecteur sur une exposition hyper narrative coréenne à la Meta Galerie. Nous irons à Tarragone pour suivre les Jeux méditerranéens avec aujourd'hui du tennis de table, du tennis et du judo et de bonnes nouvelles. Nous vous présenterons la 5e édition du Monte-Carlo Fighting Trophy qui se déroulera ce samedi soir au Stade Louis II. Nous reviendrons sur la première journée de compétition du jumping international de Monte-Carlo. Et enfin, votre invité du week-end. Aujourd'hui, nous recevrons le cavalier Olivier Robert. Découverte à présent d'une toute nouvelle exposition proposée par le NMNM au cœur de la Villa Paloma et vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage. La femme est à l'honneur. C'est donc tout naturellement que Sandrine Neg s'est rendue sur place. L'artiste et le sujet féminin, tout un programme et un programme intéressant en plus car de tout temps, les femmes ont inspiré les artistes. Degas, Renoir, Picasso pour ne citer que, et bien sûr l'un des principaux représentants du pop art américain, Tom Wesselmann. Cette exposition rassemble 25 œuvres de l'artiste décédé il y a bientôt 15 ans. Pour moi, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte presque tout de suite qu'un des grands problèmes, un des grands irrésolus dans sa pratique, c'était le fait de représenter la femme, soi-disant objectification de la femme et aussi la sexualité. Donc je voulais aborder ce sujet-là, son travail à partir de ce sujet-là. Des œuvres réalisées entre 1963 et 1993, car au cours de ces 30 années, la femme était au cœur des travaux de Tom Wesselmann, la femme, mais pas seulement. C'était pas gratuit et c'était pas forcément très simple, mais plutôt complexe et ça avait beaucoup à voir avec l'abondance post-guerre mondiale et surtout américaine dans laquelle le pouvoir d'achat a eu une croissance incroyable et en même temps il y avait une sorte de libération sexuelle pour les hommes ainsi que pour les femmes. Et sachez d'ailleurs que Chris Sharp propose ce dimanche une visite gratuite et commentée de l'exposition dès 16h. Avant de quitter les lieux, passage très conseillé de notre part par la table des matières pour découvrir cette œuvre liée à son Altesse Royale, la princesse de Hanovre. Cette fois-là, c'était un peu une œuvre qui est rentrée dans nos collections de manière un peu inattendue, car en effet, il y a 2 mois, un de nos patrons, supporters du musée, un gentil monsieur argentin qui habite à Monaco depuis peu de temps, il m'envoie un message pour me dire « Écoute, je viens de voir à Londres dans cette exposition géniale de l'artiste Karen Klimnik, artiste américain très très important dans le panorama contemporain. Il me dit, écoute, il y a une pièce des années 80 à laquelle l'artiste s'est inspiré par une image qu'elle avait retrouvée sur Paris Match, où la princesse Caroline de Monaco, elle avait effectivement un paire de boucles d'oreilles en velours et qui était devenu une espèce de symbole iconique de cette époque-là, de la mode et surtout de cette figure de femme à imiter et à observer un peu dans tous les médias. On passe au reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. C'est sur la place du Campanin à Fontvieille que s'est déroulée la cérémonie marquant l'entrée dans la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco de 8 nouveaux membres. Comme le veut la tradition, les 8 nouveaux entrants ont reçu leur casque d'intervention, signe d'appartenance au corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Ils ont ensuite été chaleureusement félicités par le chef de corps des sapeurs-pompiers, le colonel Varro, ainsi que le commandant supérieur de la force publique, le colonel Fringant, et tous les autres pompiers de Monaco. Nous allons suivre les répétitions d'un prochain concert, celui de l'ensemble Baroque Co, composé de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ils répétaient en vue d'un concert qu'ils donneront dans le cadre du Festival de musique de La Turbie. Reportage de José Sacré.
Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sont de véritables passionnés, amoureux de la musique, à tel point qu'ils ont formé plusieurs ensembles qui leur permettent d'interpréter des œuvres qui ne sont pas au programme de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est le cas de l'ensemble Barocco, 8 musiciens de l'Orchestre Philharmonique qui se sont spécialisés dans la musique ancienne. L'ensemble Barocco jouera l'Art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, mardi 10 juillet, à l'église de la Turbie, dans le cadre des 18e musicales du Trophée, dont Michel Mugot est le directeur artistique. C'est pour moi un moyen aussi de pouvoir faire jouer mes collègues, de jouer avec mes collègues. C'est un laboratoire en fait où on peut expérimenter, aborder tous les répertoires qu'on n'aborde pas à l'orchestre. Le 10 juillet prochain, nous avons prévu de jouer l'Art de la fugue, qui est une œuvre de Jean-Sébastien Bach, qui est l'ultime œuvre de Jean-Sébastien Bach, et qui est une œuvre extraordinaire, qui est pour moi un chef-d'œuvre de la musique occidentale. Et donc dans une version que j'ai arrangée pour cette formation. C'est une œuvre très construite, c'est une œuvre théorique en fait qui n'est pas prévue effectivement pour être jouée. La fugue, c'est un exercice assez contraignant dans la manière de composer. C'est comme un Rubik's Cube et tout s'emboîte. Et donc pour que ça s'emboîte, il faut que les règles musicales soient respectées. Et donc c'est un jeu de la part de Bach où il montre tout son savoir-faire. Et où la musique aussi apparaît, parce que ce n'est pas qu'une musique écrite sur le papier, c'est aussi une musique qui vit et qui est magnifique, enfin qui est enrichissante, qui est apaisante. Les 18e musicales de la Turbie, un concert tous les mardis du mois de juillet. Le 3 juillet, Chani De Luca, Gabriel Le Magadur et Camille Thomas dans un programme Schubert et Brahms. Le 10 juillet, l'ensemble Barocco dans l'Art de la fugue de Bach. Le 17, un programme de madrigaux italiens de la Renaissance. Et le 24 juillet, le duo Péléas, flûte et harpe. Après de la musique, de l'art plastique avec une exposition coréenne à la Métagalerie. Voici le reportage de Lucie Farigoul, Orazio Gagino et Clélia Renaud. C'est une première à Monaco. La Métagalerie nous propose de découvrir l'art coréen à travers une exposition intitulée Hyper Narrative. Des peintures, sculptures et vidéo art illustrent le thème de l'art, la technologie et la transition dans la tradition coréenne, de l'art traditionnel à l'art contemporain. On a des artistes comme Baki, qui fait beaucoup d'installations, qui a fait quelque chose aussi, une installation avec des œuvres très colorées, qui bougent beaucoup en 3D lenticulaire. Après, on a d'autres artistes qui sont plus traditionnels, qui reflètent vraiment la tradition coréenne. Young Sang-hwan qui fait des œuvres avec des petites lettres, et chaque œuvre a un titre. Et dans l'œuvre, le titre, les lettres sont dispersées. Donc c'est un travail très minutieux, mais très intéressant, et c'est justement le contraste entre la tradition et le contemporain qui est en fait le hyper-narratif. À l'occasion du vernissage le jeudi 14 juin dernier, la présidente de Korea Tomorrow était présente. C'est très bien, je suis contente et c'est un honneur d'être ici grâce à la Méta. Elle s'intéresse aux artistes coréens. La Corée est un pays actif en termes d'émotions et de culture, donc je pense que c'est une bonne chose pour vous de voir que de jeunes artistes coréens émergent sur le marché et c'est une bonne opportunité pour nous de montrer notre pouvoir dans la culture coréenne. Adepte de l'art coréen ou simple curieux, l'exposition se déroulera jusqu'au 26 juillet prochain. Du sport à présent et la première médaille pour Monaco aux Jeux méditerranéens. La monégasque Xiao Sin-Young a remporté de l'argent en tennis de table. Retour sur cette belle performance avec notre équipe sur place, Émilie Rousseau et Serge Prémont. Elle avait affiché la couleur dès le début des Jeux méditerranéens. Podium, sinon rien. Objectif atteint pour Xiao Sin-Young. La monégasque a décroché l'argent en tennis de table dans une finale disputée contre l'Égyptienne Dina Meshref. Une joueuse que Xiao Sin avait déjà battue en phase de poule. Mais voilà, la tête de série de ce tournoi a pu cerner le jeu de la monégasque. Elle remporte sans trop de difficultés les 2 premiers sets. Le 3e sera plus serré. Xiao Sin développe son ping et pousse son adversaire à la faute pour revenir dans la partie. Mais c'était sans compter l'expérience de Dina Meshref.
Plus en forme, l'Égyptienne arrive à déstabiliser la monégasque et à remporter cette finale 4-7-1. Sia Houssine remporte l'argent pour son grand retour à la compétition. C'est une très belle médaille pour moi. Après la grossesse, c'est vraiment, pour moi, ça m'en met beaucoup de confiance moi-même. Et je suis très contente de moi pour cette compète. Voilà. Donc c'est vraiment, ça me met dans une étape vraiment confiance et j'en suis sûre de moi, quoi. Et puis c'est la première médaille pour Monaco? Oui, c'est la première médaille pour Monaco et aussi pour moi, première compète vraiment pour Monaco que je ramène une médaille. Je suis très contente. Match après match, la monégasque aura prouvé qu'elle n'a rien perdu de son jeu après son congé maternité. Très peu en difficulté tout au long du tournoi. Elle aura peut-être manqué un peu de jus pour l'or, mais la médaille reste belle au vu de son parcours à Tarragone. Elle a fait un tournoi fantastique, elle a rencontré les 3 meilleurs, elle a eu une poule très difficile et elle a fait 9 matchs en 3 jours. Après une reprise, elle a repris les matchs au mois de février, après avoir arrêté pendant 1 an pour faire son petit bébé. Donc c'est fantastique, elle a fait un tournoi fantastique et je pense que dans l'avenir, ça sera encore meilleur. Monaco n'avait pas fait de podium depuis 2009 et la médaille de bronze de Yann Siccardi en judo à Pescara. Sia Houssine Niang ajoute donc son nom au palmarès des titrés aux Jeux méditerranéens et connaissant sa détermination, elle ne devrait pas s'arrêter là. Après le tennis de table, autre information de Tarragone, mais avec une raquette un peu plus grande. En tennis, Lucas Katarina vient de disputer une demi-finale contre le Marocain Amin Aouda. Et la bonne surprise, il y aura, quoi qu'il arrive, une autre médaille pour la délégation monégasque. Lucas vient de se qualifier pour les finales en remportant les 2 manches 7-5, 6-2. Ce sera donc l'or ou l'argent. Et Yann Siccardi, médaillé aux Jeux de Pescara en 2009, comme vous avez pu l'entendre, est également présent à Tarragone. Retour sur sa compétition et celle de Cédric Bessy avec Émilie Rousseau. C'est la plus grosse délégation envoyée à des Jeux méditerranéens en judo. 4 judokas en lice sur les tatamis espagnols de 4 catégories différentes. Si le judo avait brillé en 2009 avec la médaille de bronze de Yann Siccardi en moins de 66 kg, il a été difficile de réaliser la même performance à Tarragone. En effet, le niveau a bien évolué depuis et les pays participants envoient leurs meilleurs combattants. Yann Siccardi justement n'a rien pu faire contre le Tunisien Douibi en quart de finale. Pareil contre le Slovène Starkel. Le monégasque termine 7e de la compétition. Le premier combat de Yann, moi, il ne m'a pas vraiment déçu quelque part, puisque le Yann, comme j'ai déjà dit, depuis, a fait une compétition sur ces 8 derniers mois. Et pour préparer une compétition de ce niveau, il faut au moins 5 compétitions régulières. C'est à cause d'une blessure, bien entendu, c'est pas par son bon vouloir. Et maintenant, autrement, au niveau du deuxième combat, donc je vais passer directement au deuxième combat, là je pensais que l'expérience pourrait faire la différence face à un Slovène costaud. Mais l'expérience, elle ne pouvait pas faire la différence parce qu'il n'était pas dans le combat, parce qu'il n'est pas prêt tout simplement par rapport à... Je vous dis, c'est 8 compétitions, au moins 6 compétitions sur 6 mois, il ne les a pas. Donc on n'est pas dans un tempo normal de ce genre de compétition. Lui aussi revient de blessure. Cédric Bessy était opposé dès son premier combat au champion olympique des moins de 66 kg, Fabio Basile, qui depuis a intégré la catégorie au-dessus des moins de 73. Le monégasque s'incline rapidement mais aura une seconde chance avec les repêchages. Mené en début de combat par l'Algérien Fethi Nourine, Cédric égalise aussitôt mais se fera reprendre à 50 secondes de la fin. Les premiers tours, ça arrive, ça peut être un champion olympique, champion du monde, ou peu importe. Il faut arriver prêt avec la bonne préparation et donner le meilleur de soi-même. Aujourd'hui, j'arrive avec une semaine de préparation parce que j'étais blessé auparavant. Donc j'ai tout misé sur un stage en Croatie. Et bon, je suis arrivé avec ce que j'avais, j'ai fait de mon mieux. Il y a quand même des regrets parce qu'on n'arrive pas toujours à s'exprimer pleinement. Mais après, voilà, ça apporte des réponses, il faut rebondir dessus et mettre en place un système qui fonctionne.
En manque de compétition, les deux Monégasques n'auront pas pu exprimer pleinement leur qualité sur le tatami. À suivre, Nicolas Grinda en moins de 90 kg et Marvin Gado en plus de 100. On reste dans les sports de combat et le rendez-vous de ce samedi soir au Stade Louis II, la présentation du 5e Monte Carlo Fighting Trophy avec Frédéric Elliot. Kickboxing, Muay Thai, pancrace ou encore boxe chinoise. Samedi soir, le Stade Louis II accueillera le 5e Monte Carlo Fighting Trophy. Organisé par l'Académie internationale d'arts martiaux de Monaco, cette soirée réunira un plateau de qualité avec 7 champions du monde. 7 combats au programme, 2 championnats du monde de kickboxing, Daniel Xvor contre Roman Kriklia en super lourd, et chez les filles, Theodora Manic contre Mallory Kalashnikov en welter. En kickboxing, Stéphane Susperegui affrontera le russe Mikhail Tyuterev pour la ceinture Monte Carlo Fighting Masters en poids lourd. Je le connaissais un peu de nom, on s'était déjà croisé sur des galas, tout ça. J'ai regardé un peu comment il boxait, ouais, forcément. Après, voilà, mon coach Sylvain adapte et cale bien l'entraînement en fonction, il me connaît, donc voilà. Mais ça, je pense que voilà, j'ai un gros adversaire en face, bien compact, dur, qui voilà, en plus il monte en régime au fur et à mesure des rounds, donc voilà, il ne faudra rien lâcher et on s'est préparé pour. D'autres Français seront sur le ring samedi soir, toujours en kickboxing, Tristan Benard face au Marocain Mohamed Rajifi en poids léger. En Muay Thai, combat franco-français, toujours en moins de 60 kg, entre Mathis Janoyan et Loïc Cahuzac, 2 champions de France de la discipline. Boxer à Monaco, oui, c'est la première fois. Après, pour les vacances, on est déjà passé 2-3 fois, parce que c'est quand même une principauté quand même reconnue dans le monde. Donc oui, c'est toujours intéressant et c'est prestigieux pour nous de venir au Monte Carlo Fighting, donc on est tous contents. Je verrai au fur et à mesure du combat. Là, c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de boxer en 3 rounds, je fais plus souvent en 5 rounds, donc il faudra juste analyser un petit peu plus vite, c'est tout. Confiant en tout cas pour demain? Non, pas confiant, pas pessimiste, normal, faut pas être trop sûr de soi. La soirée débutera à 20h30. Tous les bénéfices seront reversés à l'association Peace and Sport et permettront de financer des activités sur le terrain dans le cadre du programme Live Together dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Il a débuté hier sur le Port Hercule. Le jumping international de Monte Carlo est de retour pour sa 13e édition. Alexandra Pani revient sur la première compétition de la Global Champions League qui s'est déroulée jeudi soir avec de nombreux cavaliers internationaux. Reportage. C'est un rendez-vous phare du début de l'été. Depuis 13 ans, le jumping international de Monte Carlo a pris ses quartiers sur le Port Hercule. Un cadre idéal pour l'élite mondiale des cavaliers qui répondent largement présents chaque année. Et ce jeudi soir, il y avait un beau spectacle avec pas moins de 51 couples engagés sur la Global Champions League avec des obstacles atteignant les 1,60 m de hauteur. Cette épreuve 5 étoiles compte pour le classement individuel Longines et le vainqueur de la soirée est suisse. Il s'agit de Puis Schwitzer accompagné de Shidam Z, un duo qui a terminé sans faute avec un superbe chrono, 66 secondes 59. C'est un sentiment très agréable. Mon cheval a très bien sauté. C'est un cheval très respectueux, très gentil et très rapide. C'est une petite piste, ce n'est pas pour les chevaux peureux. Il est préférable d'avoir un cheval courageux ou facile sur ce type de parcours. Une épreuve que l'on pouvait réaliser également en équipe car il s'agissait de la première manche du week-end qui permettra aux 16 meilleurs cavaliers de la saison régulière de se qualifier pour les play-offs qui auront lieu en décembre prochain à Prague. Ben Maher et Martin Fuchs de l'équipe London Knights, actuellement leader, se sont inclinés face au New York Empire de Scott Brash et David Will. Rendez-vous samedi à 16h45 pour la deuxième manche de cette compétition avant le Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco à 20h15, l'événement tant attendu de ce week-end. Et vous l'avez aperçu dans ce précédent reportage, le cavalier français Olivier Robert est notre invité du week-end. Il se confie au micro d'Alexandra Pani sur cette première participation au jumping international de Monte Carlo. Olivier Robert, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder de votre temps précieux parce que j'imagine que le planning est très chargé sur ces 3 jours. Ouais.
Ok, non, on est là qu'avec 2 chevaux. Je ne dis pas qu'on est au concours de vacances, mais pas loin. Pour moi, c'est la première fois que je suis à Monaco. Et c'est un cadre tellement incroyable et spécial de sauter comme ça sur le port. C'est tout à fait fantastique. On a du temps. Justement, comment est-ce que vous avez décidé, comment est-ce que ça se décide de venir sur le jumping de Monte-Carlo? Alors, comment on a reçu une invitation il y a 15 jours, 3 semaines après Cannes. Dans quelles circonstances je l'ai eu, je ne sais pas, mais je crois que c'est la ranking mondiale qui fait. Puis j'ai eu des bons classements ces 3 derniers mois. Donc, gentiment, on monte dans le classement et on a le droit de participer à ces compétitions-là. Vous montez gentiment dans le classement, vous avez un très beau titre obtenu très récemment, titre de champion de France Pro Élite, vous pouvez nous en dire plus? Oui, écoutez, c'était pas la première fois que je participais au championnat, bien sûr, mais c'est le premier titre. Et c'était une semaine tout à fait exceptionnelle pour moi. J'avais mis un cheval qui est vraiment un cheval d'avenir, mais qui n'était pas encore aguerri, on va dire, à ce niveau-là, et qui s'est révélé être tout à fait exceptionnel tout au long du week-end. Donc on a fait un super week-end et puis un beau titre à la fin. Ce sera un super souvenir. Et est-ce qu'on peut parler des chevaux que vous avez choisis pour vous accompagner ici sur ces 3 jours? Ici, Tempo de Paban est mon fer de lance dans ce genre de compétition, c'est-à-dire des pistes de petite taille où il n'y a pas de rivière sur la piste et en sable. Donc c'est lui qui est prévu initialement pour participer au Grand Prix demain. Il a fait Cannes, il a toujours eu des beaux résultats sur ce genre de piste. Donc c'est Tempo qui sera là. En accompagnement, il est avec un cheval qui doit prendre du métier encore. C'est Van Gogh du Mas Garnier et qui va sauter là en début d'après-midi encore. Et alors justement, est-ce qu'on peut parler de cette piste très étroite, qui réserve toujours un beau spectacle, mais comment est-ce qu'on prépare ça? Comment est-ce qu'on le prend en compte? Très sincèrement, ok, bien sûr la piste est étroite, c'est un schéma qu'on n'a pas souvent en extérieur, mais quand même en indoor du mois d'octobre, du 15 octobre jusqu'à la fin du mois de mars au Grand Palais, on saute dans des pistes de cette taille-là. La seule chose, c'est qu'on a un toit au-dessus, donc à l'arrivée, les chevaux sont quand même très très habitués à ce genre de taille et de format. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ça rend le truc charmant, c'est qu'on est sur le port, il y a peu de place pour les chevaux là-haut, mais c'est tellement bien organisé. Ils longent la piscine, c'est tellement bien organisé que les choses se font très très bien. Et là, on va dire que le temps est relativement clément pour les chevaux, ouais, justement. On ne peut pas avoir mieux. Hier, on avait 22-23 degrés. Cet après-midi et demain, c'est annoncé 27-28. Et effectivement, c'est un tout petit peu plus chaud, mais enfin, il fait beaucoup plus chaud à Bordeaux, là où j'habite aujourd'hui. Donc non, il n'y a rien de mal. Alors, est-ce qu'on peut parler des prochaines compétitions ici à Monaco? Hier, on va dire que c'était une mise en jambe avec Tempo, justement. Voilà, mise en jambe avec Tempo. Et puis, aujourd'hui, il va ressauter l'épreuve à barrage pour essayer de se qualifier demain dans la qualif à 4h demain après-midi. Et Van Gogh va prendre la 1m45 aujourd'hui pour continuer sa compétition comme ça. Et peut-être qu'il sautera une des 2 épreuves demain. Et vous, vos prochains projets? Avoir un bébé la semaine prochaine. Céline va accoucher la semaine prochaine, donc je vais faire un break de 3 semaines. Et puis, sous toute vraisemblance, on sautera au CSI, au Daix-la-Chapelle, le plus beau concours au monde dans 3 semaines de ça. Félicitations pour la petite famille. Merci. Et les mondiaux, peut-être, on peut en dire un mot? Oui, les mondiaux, on y pense bien sûr quand on est cavalier et puis qu'on a la chance d'avoir un cheval comme Eros qui est une vraie locomotive pour mon écurie depuis 1 an et demi. Voilà, c'est on va dire quand même Aix-la-Chapelle va être un bon thermomètre pour ça. Merci beaucoup Olivier. Avec plaisir. Et on va vous suivre pour le reste du week-end. Merci. Avec plaisir. C'était l'entretien d'Alexandra Pani avec Olivier Robert. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Le week-end sera très agréable. La journée de samedi sera très ensoleillée, même si quelques nuages persisteront. Dimanche, le temps sera couvert en début de matinée et le reste de la journée globalement nuageux. Il soufflera une légère brise et les températures seront comprises entre 21 degrés le matin et 27 degrés l'après-midi. Lundi, une très belle journée, le soleil saura se montrer très généreux. Mardi, retour d'une certaine forme d'instabilité, quelques gouttes de pluie et des orages ne sont pas à exclure.
Mercredi, temps couvert le matin, mais avec des éclaircies. L'après-midi sera également partagé entre nuages et courtes apparitions du soleil. Jeudi, la journée sera généralement ensoleillée et les températures oscilleront entre 20 et 27 degrés du matin au soir. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.